que tu as le droit de cacher ton visage ou pas. C'est toi qui vois, c'est ton droit à l'image. Ok. Très bien. Et donc, on va faire de petites révisions. Donc, j'ai la Bible avec moi. Attention. J'ai Yongzin pour le bout de chat. C'est lui le patron. Ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que... d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on étudie l'olique? À quoi ça sert? C'est parce qu'il n'y a rien de bien ce soir à la télé? Oh, c'est parce que notre esprit, c'est plus intéressant encore. Oui, exactement. Et étudier notre esprit. Et les différents types de cognition par rapport à l'esprit. Donc ça qui est intéressant, c'est de voir que on a deux moyens d'accès à l'univers. Ouais. On a quoi? On a quel moyen d'ailleurs? Conception et perception. Conception et perception. Ok. Et donc ça veut dire que, c'est ce que dit Yongzin Purbuchok, il dit que un phénomène permanent est l'objet apparent ou apparaissant, comme tu veux, comme vous voulez, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Un phénomène permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ok. Et un phénomène impermanent est l'objet apparent de quoi? Eh ben, d'une perception directe. D'une perception directe, exactement. Très bien. Ok. Donc si c'est l'objet apparent d'une perception directe, c'est nécessairement impermanent. Oui, enfin, j'accepte. Ok. Toi aussi, t'acceptes. T'es obligé. Ok. Gilles accepte. Ouf, on est deux. Ouf. Waouh, très bien. Donc si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Mm. Ok, très bien. Donc on prend la conscience visuelle qui appréhende une table. La condition dominante est l'objet apparent de cette perception directe. La faculté visuelle est l'objet apparent de cette perception directe. Ah, j'ai rien Non? compris. La faculté visuelle, Oui. elle est impermanente ou elle est permanente? Ah, Elle est impermanente. Donc elle est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe? bah non. Non? Ok. Ok. Donc on vient de se tromper quand on a dit cette règle écrite en lettres de feu sur la voûte céleste. Tous les impermanents sont des objets apparents des perceptions directes? On s'est trompé. Non, non, on se regarde dans le miroir. Ok, mais même quand on se regarde dans le miroir, on ne voit pas la faculté, parce que la faculté, c'est de la forme subtile. Alors, qu'en est-il de cette faculté? Cette faculté visuelle qui ressemble à une pâquerette qui serait dans la rétine, soi-disant, selon l'Abhidharma, c'est de la forme, donc c'est impermanent. Donc ça devrait être l'objet apparent d'une perception directe. Non? Ben oui, si c'est de la forme, oui. Ah, donc si c'est de la forme, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Oui, parce que c'est impermanent. Mais est-ce que notre conscience visuelle la voit? Est-ce que l'œil se voit lui-même? On pourrait dire ça d'une certaine manière. Non. Pas de l'objet apparent d'une autre perception, alors. Ah, ça pourrait être l'objet apparent d'une autre perception. Mm. Qui serait? Mental. Mentale, par exemple. Euh, celle qui est autoconnaissante. Enfin, non, pas celle qui est autoconnaissante, mais. Enfin, quand si, l'autoconnaissante, là. Ok, parce qu'en fait, l'autocognition, normalement, elle appréhende une conscience elle-même. Elle n'appréhende pas les formes, l'esprit d'autrui, etc., etc. Ouais, elle doit appréhender la conscience elle-même. Donc, ça pose question pour l'autocognition. Mais une clairvoyance, Une clairvoyance, elle voit les pouvoirs sensoriels. elle voit les facultés sensorielles. Parce qu'elle est clairvoyante. Mm. C'est Non? les perceptions mentales. Alors, une perception mentale, par exemple. Qu'est-ce que ce serait une perception mentale, Isabelle? Gilles te demande. Et on a un utilisateur invité. Bienvenue. Euh, Bah, la perception mentale, bah, ça serait le concept de la pâquerette, là, dans la vie. Ah, le concept. Ok, ça veut dire qu'une conscience conceptuelle pourrait être une perception mentale directe? Bah non. Ah non, en effet.
Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, une perception mentale qui perçoit une forme subtile, une clairvoyance, non? Oui, oui, oui. Une clairvoyance, exactement. Une clairvoyance est capable de voir ce qui échappe à nos sens, non? Oui. Mmh. Bonsoir, Bienvenue. Bonsoir, c'est qui? C'est Nathalie? c'est Gabi. Non, C'est c'est Gabi, Marie-Gabrielle. elle a réussi à venir. Ouais. Oh là là. Par contre, Alors, il va y avoir un peu de bruit autour de moi parce que je suis dans mon café préféré. Voilà. d'accord, rien que pour nous narguer en fait. Non, non, c'est pour pouvoir être avec vous, figurez-vous. C'est l'image. Non, à moins qu'il y ait des gens complètement en train de, dans une atmosphère complètement festive. En fait, c'est un bar à jeux. Ah, Il y a ça des c'est jeux de sympa société. par contre. Un Ouais, bar à jeux, c'est sympa. Et donc, ouais. les jeux du bar à jeux ne sont pas suffisamment intéressants. Il faut venir au jeu de Jimba. Ouais, en fait, je viens de faire un escape game juste à côté. Ah. C'était l'ouverture. Le patron du bar à jeux a créé un escape game dans une échoppe à côté. Et il a invité l'ouverture, il a fait un événement là-dessus. Donc je viens de finir l'escape game et là je me pose dans le bar pour jouer avec vous justement. Non, bravo, on va jouer. Et donc, on a déjà gagné une partie parce qu'on s'est posé la question. On s'est dit, on s'est dit si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Je dirais que oui. Oui, exactement. Et donc, quand on a une perception directe d'une table, la Oui. faculté visuelle est l'objet apparent de cette perception directe. J'accepte. On devrait plus. La faculté visuelle est l'objet apparent de cette perception directe qui apparaît d'une table. Je dirais que j'accepte. Attends. Et l'objet de cette perception. Pourquoi? Ah, bravo, vous êtes tous les trois raccords. En effet, c'est de la forme subtile, donc ce n'est appréhendé que par une clairvoyance. Et une clairvoyance, c'est malgré tout une perception directe. Ouais. Ok, bravo, vous êtes tous les trois raccords, c'est magnifique ça. Je demandais c'est quoi les différents types de perception mentale? Oui. Les différents types de perception mentale. Perception du Perception yogique, du clairvoyant. clairvoyance. Alors on entend tout ce qui se dit autour de toi, Gabi. Ouais, alors attends, je vais enlever le micro quand je parle pas. Et n'hésite pas à le rouvrir pour intervenir. Ouais. Ok. Donc en effet, on a différents types de perception mentale directe qui sont. 4, je crois. Il y en a 4. Il y en a 4. Qui dit mieux, Isabelle? Oh non, je peux pas. Oui, en plus, j'ai pas réussi. Ok, donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que soit on a une conscience sensorielle, soit une conscience mentale. Oui. Mais le problème de l'autocognition, c'est qu'elle n'est pas classable. On ne peut pas la classer. Parce que l'autocognition, elle est non dualiste et elle est nécessairement en train de percevoir la conscience elle-même. Et donc, ça pose question. Est-ce que l'autocognition est sensorielle ou mentale? Donc, normalement, elle n'est ni l'une ni l'autre. Mais on a des cognitions yogiques. Donc, les perceptions yogiques directes sont nécessairement mentales puisqu'elles ne sont pas sensorielles. Et il y a les clairvoyances aussi. Il y a les clairvoyances qui sont des perceptions mentales directes aussi. Donc, on peut dire que il n'y en a que 2. Il y en a 3. Ouais. Ah, il y en a 3. Donc, la troisième, ce serait quoi? Bah, ben, attends, il y avait il y a la yogi qui est la clairvoyance. Oui. Et Et laquelle? Compter comme une perception mentale directe à l'autocognition. Ah, pardon? L'autocognition. Oui. Oui, l'autocognition. Alors, l'autocognition, est-ce que c'est une perception mentale directe? Ça pose question parce que, en fait, l'autocognition, elle arrive en même temps que la conscience dont elle fait l'expérience.
Donc, si elle fait l'expérience d'une perception visuelle, par exemple, elle est produite en dépendance d'une faculté visuelle. Et donc, dans ce cas-là, on l'appellera sensorielle. Parce que si c'est né en dépendance d'une faculté sensorielle, ce sera une conscience sensorielle. Et si elle est produite en dépendance d'une faculté mentale, elle va appréhender la conscience mentale elle-même. Donc, dans ce cas-là, ce sera une conscience qui sera plutôt mentale. Donc, l'autocognition, elle est vraiment spécifique. Elle est vraiment, vraiment, vraiment spécifique. On a du mal à la faire entrer dans des cases. Ouais. Ok. Donc, elle est née en dépendance de la conscience dont elle fait l'expérience. Elle est une même substance simultanée avec la conscience dont elle fait l'expérience. Mais est-ce qu'elle est pour autant soit sensorielle, soit mentale? Ça pose question. Ouais. Par exemple, est-ce que, oui, est-ce que, par exemple, l'impermanence d'une table est une même substance simultanée avec la table? Est-ce que l'impermanence sera physique pour autant? Non. Non, exactement. Et l'impermanence d'un moment de conscience va être une même substance simultanée avec cette conscience. Est-ce que cette impermanence va être consciente pour autant? Va être du mental pour autant? Non plus. Exactement. L'impermanence, ça reste un phénomène composé non associé. Ouais. Donc là, c'est un peu le même principe pour l'autocognition. Ouais, elle est d'une même substance simultanée avec la conscience dont elle fait l'expérience, mais est-ce qu'elle est sensorielle pour autant ou mentale pour autant? Ça pose question. Ouais. Parce que si elle était sensorielle, elle devrait appréhender un objet sensoriel. Mais elle n'appréhende qu'une conscience, qui n'est pas un objet de conscience sensorielle. La conscience elle-même est un objet soit d'une conscience mentale, soit d'une autocognition, mais pas d'une conscience sensorielle. La conscience sensorielle ne s'appréhende pas elle-même. La conscience sensorielle appréhende des objets sensoriels, des formes. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Ok, cachez votre joie. Ok, très bien. Il faut le temps que ça infuse. Oui. Ouais, exactement. Je note cette autocondition, c'est pas ce truc des cailloux, tu sais, où ils disent que l'esprit se reconnaît lui-même. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que le Mahamudra, etc. Parce que le Mahamudra, tout le monde l'accepte. Mais l'autocognition, elle est vraiment spécifique, elle est non dualiste et en plus, chez les Sutra elle a une existence inhérente. Alors que dans le Mahamudra, rien n'a d'existence inhérente normalement. On devrait, dans l'idéal, méditer le Mahamudra avec la vue prasangika, etc. où rien n'a d'existence inhérente. Mais l'autocognition, elle a une existence inhérente, donc ça pose question. Donc c'est pourquoi elle est réfutée, mais la conscience qui s'appréhende elle-même, elle est tout à fait acceptée. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Ok, très bien. Donc on dira que, en effet, les perceptions mentales directes, soit ce sont des cognitions yogiques, des perceptions yogiques directes, soit ce sont des perceptions mentales directes qui ne sont pas yogiques. Ouais. Donc ça veut dire soit une clairvoyance. Donc ça veut dire qu'une clairvoyance c'est issu quand même d'un samadhi, c'est quand même issu de la concentration. Soit une perception mentale directe qui appréhende une forme à l'issue d'un continuum de conscience sensorielle. Oui, c'est ça, oui. Ouais, Oui, oui, bravo, oui, c'est ça. bravo, bravo. Excellent, excellent. Ok, donc on a dit si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe, c'est ça qu'on a dit. Oui, Ok, ok. Donc si c'est apparent, si c'est l'objet apparent d'une perception directe, ça ne peut pas être permanent. non. Ah, si c'est permanent, ça ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Pourquoi? Bah, parce que ça, c'est pour les... Oh, hmm. Si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. J'accepte. Ok, très bien. Donc si c'est impermanent, ça ne peut pas être l'objet d'une conscience conceptuelle. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Donc si c'est impermanent, ça peut être l'objet d'une conscience conceptuelle. J'accepte. L'objet d'engagement, dit Gilles. Ah, on va mettre le micro. L'objet d'engagement, ça veut dire qu'un impermanent peut très bien être l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Oui. C'est-à-dire qu'on peut penser à une table.
L'objet apparaissant, ce sera un meaning generality, ça c'est permanent. Exactement. Par contre, l'objet apparaissant ou l'objet apparent de cette conscience conceptuelle à la tienne, l'objet apparent de la conscience conceptuelle, ça va être la généralité de sens de la table. Vous êtes d'accord? Oui. Très Oui. bien, la généralité de sens de la table. Qui a la définition d'une généralité de sens de la table? Bien que ça apparaisse comme une table, c'est pas une table. Un Oui. truc comme ça. Là. Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Donc la généralité de sens de chaise, c'est quoi? Facteur de surimposition Oui. qui, bien qu'apparaissant comme une chaise, n'est pas une chaise à la conscience qui l'appréhende. Exactement. C'est un peu comme ça. Ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une chaise, apparaît comme étant une chaise à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Vous êtes d'accord? Maintenant, la généralité de sens de fleur, c'est quoi? C'est un facteur de surimposition. Oui. J'ai pas retenu la totalité. Qui, bien que n'étant pas une fleur, Oui, apparaît comme une fleur à la conscience qui l'appréhende. exactement, Conceptuel. à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Appréhende. Très bien, maintenant, la généralité de sens d'existant. Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. On ne peut pas penser à existant, c'est pas possible, je ne peux pas penser à existant. Parce que la généralité de sens d'existant n'existe pas. Donc, la généralité de sens d'existence, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Oui. Donc, ça veut dire que la généralité de sens d'existant n'existe pas. Puisque n'étant pas existante, apparaît comme étant existant. Bien que n'étant pas la généralité existante. Bien que n'étant pas la généralité existante. Mais on n'est pas en train d'avoir la généralité de sens de généralité existante. On a la généralité de sens d'existant. C'est un piège, cette définition. Pourtant, on était tous d'accord jusqu'à la fleur. Jusqu'à la fleur, tout allait bien. Je me rappelle qu'on a eu le même problème il y a quelques mois. Oui. Ouais. C'est ça, ce soir, c'est des révisions. Il n'y a pas de diapo, c'est que des révisions. D'accord. Ok. Des révisions, mais comme on a tout oublié, c'est comme si c'était la première fois. Moi, je crois que c'est la première fois, mais bon. Et on avait vu ça peut-être dans la saison 2, c'est tout à fait possible. Ok. On avait vu les généralités, ok. En effet. On pourrait le formuler autrement. Tu pourrais d'ailleurs, Gabi, poser la question à tes collègues autour de toi. Ça pourrait les intéresser. Je crois qu'il faudrait déjà qu'ils comprennent de quoi je parle. Ok. Très bien. Par exemple, la généralité de sens permanent. Quelle est la définition de généralité de sens de permanent? Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas permanent, c'est trop bizarre. Et sans qu'une généralité de sens est permanente. Oh là 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 là. Pourquoi ça ne marche pas sur ces trucs-là? Existant, permanent. Oui. Pourquoi ça ne marche pas là-dessus? Ok, très bien. La généralité de sens de généralité de sens. Le facteur de surimposition qui, bien qu'elle n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme étant une généralité de sens à la conscience conceptuelle qui apprend. C'est Ou une généralité de sens de facteur de surimposition. Qui, bien qu'elle n'étant pas un facteur de surimposition. Ok, donc on pourrait jouer longtemps comme ça. C'est à l'aide.
Ok. Alors attends, Et du coup, comment ça se fait qu'une définition par définition, ça devrait pouvoir s'appliquer à toutes les déclinaisons? Comment ça se fait que ça ne se pas? Il y a une corrélation infaillible entre la définition et le définiendum. Si c'est Bah chaud oui. et brûlant, c'est nécessairement du feu. Si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Si c'est un facteur de superposition qui, bien que n'étant pas ceci, doit apparaître comme étant ceci, à la conscience conceptuelle qu'il appréhende, ça doit s'appliquer à n'importe quel facteur de superposition. Ok, très bien. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que le facteur de surimposition en tant que tel, la généralité de sens, non seulement donne l'impression d'être existant, tout va bien. La généralité de sens d'existant. Je suis obligé de couper ton micro, Gabi. Ouais. C'est fait du parasite. Ouais, super. Et donc, en effet, la généralité de sens d'existant, en effet, apparaît comme étant existant, tout va bien. Apparaît comme étant une même entité avec existant, tout va bien. Mais aussi apparaît comme étant une avec existant. Et là, c'est le drame. Ok. C'est ça que dit Tendala Rampa dans sa présentation des phénomènes spécifiquement caractérisés et généralement caractérisés, qu'on trouve dans Knowing, Naming and Negation. Ok, donc il pose ce débat-là. Il dit en effet, on a cette conscience qui a une généralité de sens à l'esprit. Cette généralité de sens donne l'impression d'être le phénomène en question, mais pas que. Donne l'impression d'être une même entité avec le phénomène en question, et donne même l'impression d'être un avec le phénomène en question. Donc pour existant, le premier joue et le deuxième joue. Ça veut dire que la généralité de sens d'existant donne l'impression d'être existant, ça va. Donne l'impression d'être une même entité avec existant, ça va, puisqu'en effet ça existe, donc c'est une même entité avec existant. Mais le troisième ne joue pas. Cette généralité de sens n'est pas une avec existant. Quelles seraient les conséquences? S'il était une. Oui. Si la généralité de sens était une avec existant, quelles seraient les conséquences? À l'absurde? Les conséquences irrémédiables? Il n'y aurait plus d'existence. Oui, il n'y aurait plus d'existence si on cesse de penser existant. Il n'y aurait plus d'existence, on cesserait d'exister. Gabi, tu voulais dire quoi? Elle mange. On t'entend pas, ok, c'est pas grave. Ok, très bien. En effet, c'est tout à fait ça, c'est une autre conscience. C'est une autre... Je voulais dire la même chose. Ah, bravo. Bravo, bravo. C'est-à-dire que si notre généralité de sens d'existant était une avec existant, bah, il suffirait de ne plus penser à existant pour que tous les existants cessent d'exister. Ouais, là, on a un problème. Ok, donc pour la généralité de sens d'existant, là, en effet, on en a deux qui jouent. Par contre, si c'est la généralité de sens de table, il n'y a rien qui joue. La généralité de sens de table donne l'impression d'être une table, mais n'est pas une table, donc ça joue pas, en effet. La généralité de sens de table donne l'impression d'être une même entité avec table, et donc ça ne joue pas non plus. Et la généralité de sens de table donne l'impression d'être une avec table, et ça ne joue pas non plus. Ça joue sur aucun des tableaux. Ouais, par contre, quand on a une généralité de sens d'existence, généralité de sens de permanent, généralité de sens, etc., dans ce cas-là, il y en a qui jouent. La définition, il faudrait l'adapter. Hein. Mais en fait, la définition, elle est bonne, sauf que il manque, en fait, une définition ne donne pas nécessairement tous les aspects d'un objet. Elle circonscrit les caractéristiques définissantes, mais elle met de côté certains aspects secondaires. Ouais, par exemple, si on dit tout ce qui a, euh, par exemple, est-ce que tout ce qui a quatre pattes est nécessairement un animal? Bah, pas nécessairement. Par exemple, cette table peut avoir quatre pieds. Bon, on dira quatre pieds. Par exemple, un bébé qui marche à quatre pattes, est-ce que c'est un animal? Non. Ouais, donc c'est pourquoi il y a des caractéristiques définissantes. Par exemple, chaud et brûlant. Chaud et brûlant, c'est la définition de feu. Mais si on voulait être précis, on dirait un impermanent qui est chaud et brûlant, etc. Mais impermanent est mis de côté. Ouais, parce que c'est pas sa caractéristique définissante. Ouais, ça vous parle? Ah, bravo! Oh là là, c'est super. Très bien. Ok. Donc,
on a dit, on a dit, si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent? Ouais, je crois. Oui, Gilles est presque sûr. Moi, je dirais pourquoi. Ah, pourquoi? On va pouvoir débattre. Qui dit quoi? Isabelle, tu dis quoi? Pourquoi aussi? Pourquoi aussi? Oh là là, oh là là. Alors attention, il y a du répondant. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez donner l'illustration d'un phénomène qui ne serait pas un objet apparent? Gilles a failli trouver. Non, non, parce que t'as tous les impermanents, c'est des objets apparents, tous les permanents, c'est des objets apparents. Donc, Exactement, vous avez entendu? Si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Et si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc si ça existe, c'est Bah oui, nécessairement un c'est objet vrai. apparent. Ouais, Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. bravo! C'est exactement ce que dit Yunzin Polbochok au début des possesseurs d'objets. Il dit si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent, puisque si c'est un impermanent, c'est l'objet apparent d'une conscience, d'une perception directe. Et si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. ça c'est le système sous tantrika. C'est ça, Ça, c'est le système Sotrantika. Prasangika, ils disent pareil Les Prasangika, ils vont avoir une nuance différente. Ils vont dire en effet que si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Mais si c'est permanent, c'est pas nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Alors que les autres, ils disent que oui. Alors que les autres, il y a une corrélation. Ouais, par exemple. Ok. Par exemple, la généralité existant, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais. La généralité existant, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ok. Très bien. Et donc, pour les Sotrantika, si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est permanent. Si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais pour les Prasangika, les grands et nobles et fiers disciples d'Arya Nagarjuna disent que est-ce que la vacuité peut être l'objet apparent d'une perception directe? Ben non. Oui, non, alors oui. Perception yogique directe. Perception yogique directe. C'est le but. Perception yogique directe qui réalise directement la vacuité. C'est ce qu'on veut. La vacuité est son objet apparent. Ouais, pour les Prasangika. Mais pour les Sotrantika, comment ils font les Sotrantika? Ils vont dire par exemple, vous avez un Arya. L'Arya, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à réaliser, pas la vacuité parce que les Sotrantika ne l'acceptent pas, mais le non-soi. L'Arya va réaliser le non-soi. Est-ce qu'il réalise le non-soi directement ou pas? Ben, si c'est un aria. Si c'est un Arya, il est censé réaliser directement le non-soi, non? Oui. Est-ce que le non-soi est son objet apparent? Ben, oui, puisqu'il le réalise. Ah, donc le non-soi qui est permanent peut être l'objet apparent d'une perception directe. Ah, merde. Vite. Oh, on vient de contredire, notre système spatio-temporel s'effondre. Ouais. On vient de se contredire. Alors, ça veut dire qu'un Arya ne peut pas avoir de réalisation directe du non-soi. Bah si. Si! Alors qu'il a une réalisation directe du non-soi. Est-ce que le non-soi devient l'objet apparent de sa perception yogique directe? A priori, oui. Ah, donc ça veut dire que le non-soi soit est impermanent, soit on vient de se contredire, on a fait une petite boulette quand on a dit les permanents sont nécessairement les objets apparents de conscience conceptuelle. Petite musique d'ascenseur. Ah, on a un problème, je vous le dis. Les Sotantrika m'énervent. Et d'une certaine manière, ils sont assez cohérents parce que c'est très difficile
de voir comment est-ce qu'une perception directe peut réaliser un phénomène permanent qui doit lui apparaître. Comment est-ce qu'un phénomène permanent peut apparaître à une perception directe? Pour moi, ça me pose toujours question. Donc, je trouve les sauts de handicap le confortable, finalement, d'une certaine manière. Ok, donc que va faire l'ARIA? L'ARIA va essayer de... Où est-ce qu'il va chercher le soi de la personne? Dans la table? Il pourrait. Mais qu'est-ce qui est le plus convenable pour chercher le soi de la personne? Dans les agrégats de la personne, non? Donc, que va faire l'ARIA? Il va réaliser directement les agrégats de la personne. Les agrégats sont permanents ou impermanents? Là, ils sont impermanents. Ils sont impermanents, donc ils sont bien les objets apparents de cette perception yogique. Ouais. Et que va réaliser cette perception yogique? Le non-soi. Mais le non-soi ne va pas lui apparaître, donc le non-soi va être implicitement. Les agrégats vont être réalisés explicitement et le non-soi de la personne va être réalisé directement, mais implicitement. Parce qu'il est permanent. S'il est permanent, il ne peut pas apparaître à une perception directe, même yogique. Et ça correspond à la réalisation directe de la vacuité aussi, alors, du coup. Alors pour les prasangika, ils vont dire qu'on a une réalisation directe de la vacuité, mais explicite. Ça veut dire que la vacuité apparaît à la perception directe. Et pour moi, ça me pose problème. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Comment est-ce que la vacuité peut apparaître alors qu'elle est permanente? Ouais, ça me pose question. Donc de ce point de vue-là, les Sutrantika sont très cohérents. Donc, dans certains points de vue Gelupa, ils vont dire que la perception, ils vont dire que il peut y avoir le non-soi qui est réalisé au moyen d'une perception yogique directe. En tibétain, ils vont rajouter un instrumental, au moyen, nunsumki, par Java. Ils vont dire au moyen d'une perception directe. C'est-à-dire que grâce à la perception directe explicite des agrégats, le yogi va réaliser le non-soi, mais de manière implicite. C'est le même principe que si vous regardez dans la boîte aux lettres. On va regarder dans la boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres? Imaginons qu'il n'y ait pas de courrier dans la boîte aux lettres. Ouais, comment est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez une réalisation directe de l'absence de courrier dans la boîte aux lettres? Oui, on voit le fond de la boîte aux lettres. On voit le fond de la boîte aux lettres. Ça, c'est réalisé explicitement. Et l'absence, la simple absence de courrier, c'est quoi? C'est permanent ou impermanent? C'est permanent. C'est permanent, et donc c'est réalisé directement, mais implicitement. En réalisant le fond de la boîte aux lettres, on réalise explicitement le fond de la boîte aux lettres, on réalise implicitement l'absence de courrier. Ça vous va? Oui. C'est toi, hein? On reparle. Oui, c'est tout à fait ça. Ok, ça c'est très important. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a réalisation explicite et réalisation implicite. Ça fait partie des premiers points donnés par Kunkian Jamyang Shepa dans sa présentation de l'Oric. Il dit qu'il y a réalisation explicite et réalisation implicite. Est-ce que ça explique déjà comment est-ce qu'on peut réaliser un phénomène permanent, mais directement? Ouais. Ça veut dire que quand il y a une réalisation explicite, ça veut dire qu'il y a un aspect qui est projeté à la conscience. Mais le non-soi est permanent, ou l'absence de courrier dans la boîte aux lettres, c'est permanent. Comment est-ce que ça peut projeter un aspect à la conscience? Pour projeter un aspect à la conscience, il faut être impermanent. Et les prasangika disent quoi pour l'absence de courrier dans la boîte? Et les prasangika, qu'est-ce qu'ils pourraient dire pour l'absence de courrier dans la boîte? On le voit directement, alors? Qu'on le voit directement, ça c'est sûr, même pour les Sotrantika, on le voit directement. Mais Explicitement, je veux dire. est-ce que c'est explicitement... Est-ce qu'il y a un aspect qui est projeté dans la conscience? Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est vraiment difficile, parce que j'ai pas trouvé de texte prasangika qui dirait que une autre absence que la vacuité serait appréhendée explicitement. La vacuité, oui, mais... La vacuité, oui. La vacuité, Mais... c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important, en effet, plutôt que la vacuité de courrier dans la boîte aux lettres. Donc, il faudrait essayer de creuser le sujet dans les textes prasangika. Est-ce que les prasangika disent que toute simple absence, toute négation non affirmative peut être réalisée explicitement par une perception directe? Ça pose question, c'est intéressant. Pour ceux que ça intéresse.
Ok, très bien. Donc, on a dit, en effet, il y a réalisation implicite et réalisation explicite. Est-ce que ça ne concerne que la perception directe? Bah non, je peux. Non, Non? non. Ça veut dire qu'on peut avoir des consciences conceptuelles qui réalisent explicitement ou implicitement. Oui. Ouais. Oui, pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Parce que pour les consciences conceptuelles, comme dit Benjamin, je sais pas, pour les consciences conceptuelles, l'aspect sera la généralité de sens. Pour les Sotrantika, donc c'est Benjamin, je sais pas qui dit ça dans sa présentation sur l'Auric, il dit que pour les consciences conceptuelles, l'aspect sera la généralité de sens. Officiera d'aspect. La généralité de sens fera œuvre, enfin fera, comment dire, jouera le rôle de l'aspect. Ouais. Donc ça veut dire que si on pense explicitement à table, on peut réaliser implicitement non table. Quand on pense à non table, on réalise explicitement non table. Et qu'est-ce qu'on réalise implicitement? Table. Exactement. C'est tordu. C'est tordu. C'est tordu, mais ça fonctionne comme ça, en effet. Ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que non table, qu'est-ce qu'on exclut? Toutes les non tables. Et donc, qu'est-ce qui reste? Les tables. Table, exactement. Il y a que table qui reste. Ouais, quand pince-mi et pince-moi tombent à l'eau, qu'est-ce qui reste? La barque. Et là, c'est pareil. Quand toutes les non-tables disparaissent, qu'est-ce qui reste? Table. Exactement. Donc, ça veut dire que table est naturellement l'auto-opposé de tout le reste. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Ouais, me kujashin, me dale. Ouais. Alors, oui, j'ai oublié la citation, mais c'est pas très grave. Et c'est Acharya Dharmakirti qui dit que n'importe quelle chose est naturellement l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. N'est-ce pas? Ça veut dire que, est-ce que cette table est une chaise? Non. Non. Est-ce que cette table est Gilles? Non. Non. Est-ce que cette table est un ordinateur? Non. Donc cette table est tout ce qui n'est pas une non-table. Ouais, ça c'est très important. Ok, donc ça veut dire que conceptuellement, on peut réaliser les choses explicitement, voire aussi implicitement. Ouais, quand on réalise que le son est impermanent, implicitement, qu'est-ce qu'on réalise? La non-permanence du son. Ouais. Ok, bravo! Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des réalisations explicites, implicites, qu'elles soient conceptuelles ou directes. Ouais. Ok, donc cette question de l'aspect est très importante parce que Anne Klein dira dans Knowledge and Liberation qu'il y a une nuance quand même importante. C'est-à-dire que, en effet, s'il y a une réalisation explicite, il y a nécessairement un aspect qui est projeté à la conscience. Ouais. Mais, quand on parle des perceptions directes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un aspect qui est projeté à la conscience que c'est réalisé. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je vais répéter. Pour les perceptions directes, s'il y a une réalisation explicite, c'est nécessairement qu'il y a un aspect de l'objet qui est présenté à la conscience, qui est projeté à la conscience. Mais l'inverse n'est pas vrai. S'il y a un aspect qui est projeté à la conscience, c'est pas nécessairement même réalisé. Par exemple, la table, elle projette un aspect à la conscience directe, on est d'accord, mais même l'impermanence de la table. L'impermanence de la table projette un aspect à la conscience. Est-ce que c'est réalisé par la conscience visuelle? Non. Non! Oh, oh, loin de là. Ouais, ça vous parle? Il faut être yogi là pour le réaliser. Exactement. Là, ce sont les yogis qui vont réaliser directement et explicitement l'impermanence de la table. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Ok, donc ça, c'est très, très, très important. Donc, c'est plus que des révisions, hein. Il y a des informations un peu nouvelles. Donc ça, vous vous en êtes rendu compte, de manière explicite. Ok, très bien. Gabi qui est en train de répéter ce qu'on vient de dire.
Je disais, les yogis peuvent réaliser explicitement une impermanence, mais pas le non-soi. Oui, D'accord. exactement. Pourquoi? Bah ouais, c'est la question que je me pose. Parce que le non-soi, si c'est permanent, est-ce que ça peut projeter un aspect à la conscience? À une conscience directe, hein. Est-ce qu'un phénomène permanent peut être l'objet apparent d'une perception directe, peut projeter un aspect à la perception directe? Ah oui, alors que la permanence est impermanente, du coup, elle peut. D'accord. Oui, exactement. L'impermanence est Ok. impermanente. D'accord. Et donc, elle peut projeter Ouais. un aspect à la perception directe. Alors que le non-soi, comme il est... J'ai un peu du mal à me rappeler. J'ai un peu du mal à me rappeler que la permanence est impermanente. Ah oui, l'impermanence est impermanente, hein. Ouais. On n'est pas comme sur Facebook ou dans les cercles New Age où on dit tout est impermanent sauf l'impermanence. Attention, surtout pas. D'accord. Je te remute. Je te remute. Ok, voilà. Oui, exactement. L'impermanence est impermanente. Pourquoi? Parce que l'impermanence est définie comme étant? Ben, quelque chose qui apparaît à la conscience. Ok. Donc la définition d'impermanence, c'est quoi? Qui change d'instant en instant. Qui non. change instant en instant, C'est exactement. ça. Instantané, c'est ça? Ah oui, phénomène. Non, comment on dit? Instantané. C'est instantané. Ah oui, juste instantané. Ouais. Instantané. C'est la définition d'impermanent. Donc si impermanent est défini comme étant instantané, c'est nécessairement instantané, on est d'accord. Forcément permanent. Ok. Donc l'impermanence elle-même est impermanente, elle change d'instant en instant. Oh, bravo, bravo, bravo. Ok. Donc, on a dit il y a réalisation explicite et réalisation implicite. Ok, ça veut dire que autant une conscience conceptuelle qu'une perception directe peuvent avoir une réalisation implicite qu'une réalisation explicite. Ça, c'est très important. Ça veut dire que, comme on l'a dit, pour les Sautrantika, les perceptions directes peuvent avoir comme objet d'engagement des phénomènes permanents. Ah ouais, implicitement. Exactement, parce que ce sera réalisé implicitement. Ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure, si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Et si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Maintenant, ça peut être l'objet d'engagement. L'objet d'engagement d'une perception directe peut aussi bien être permanent qu'impermanent. Par exemple, le yogi qui veut réaliser le non-soi de la personne, quel est son objet d'engagement? Soit. Le non-soi de la personne. Exactement. Et le non-soi de la personne est permanent ou impermanent? Il est permanent. Exactement. Permanent. Donc ça veut dire qu'un phénomène permanent peut très bien être l'objet d'engagement d'une perception directe, autant qu'un phénomène impermanent. Et de la même façon, pour les consciences conceptuelles, on peut très bien avoir comme objet d'engagement aussi bien un impermanent qu'un permanent. Pour les consciences conceptuelles, on peut très bien penser à l'espace incomposé ou au non-soi, et on peut très bien penser à une table. Ouais. Donc ça veut dire que si on ne parle pas des objets apparents, c'est là où il y a plus de liberté. D'ailleurs que n'importe quelle conscience, qu'elle soit une perception directe ou une conscience conceptuelle, peut très bien réaliser un permanent comme un impermanent. Par contre, ce qui va apparaître à ces différentes consciences, là par contre c'est très sélectif. Ce qui apparaît à une perception directe, c'est nécessairement impermanent. Ce qui apparaît à une conscience conceptuelle est nécessairement permanent. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Waouh, C'est pas bravo! un truc aussi que les personnes qui disent qu'on peut voir l'espace. C'est permanent, mais on peut voir l'espace On directement. peut, oui, on peut voir l'espace, mais même les Sautrantika, ils vont le dire. Ils vont dire on peut voir l'espace, par exemple, si on a le vertige, si on est au bord d'un précipice, on a le vertige pourquoi? Parce qu'on voit l'espace, non? Donc dans ce cas-là, on voit l'espace, mais on ne le réalise qu'implicitement, parce que c'est une simple absence. Ouais, une simple absence est nécessairement permanente. Ouais, ça vous parle?
Ok, waouh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ok. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Faudra réécouter, mais oui. Ok. C'est là où on voit la profondeur de l'épistémologie bouddhiste. Mm. C'est-à-dire que, et bien sûr que même les Occidentaux se sont posé la question, hein, qu'est-ce qu'on perçoit vraiment? Est-ce qu'on perçoit des datas, des données, etc. Ou est-ce que tout vient de l'esprit, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de points différents, divergents par rapport à ça, même chez les bouddhistes. Mais il y a quand même des points assez structurés et communément admis. Il y a quand même pas mal de points comme ça. Ok, très bien, très bien. Maintenant, pour les perceptions, ok, maintenant pour les objets, les possesseurs d'objets. Très bien. Donc si c'est une perception, c'est nécessairement une cognition valide. Pourquoi à ma gauche? Pourquoi en bas à droite? Pourquoi aussi? Et en haut à droite? Là, si je suis en haut, mais là, je suis larguée. Si c'est une perception directe, est-ce que c'est nécessairement une cognition valide? Ben non, non, non. C'est pas nécessairement une cognition valide. Parce que qu'est-ce qui serait une perception directe mais pas une cognition valide? Une supposition correcte, par exemple? Ah, et surtout qu'une supposition correcte n'est nécessairement pas conceptuelle. Et libre de conceptualisation. Ouais, non. Et non erronée. Ok. Non, non, je crois que je me mélange tout. Non, mais ça pourrait être une mauvaise perception. Oui, dans un autre sens. Oui, Isabelle, tu disais quoi? Tu vois, pardon, je disais que si je mets des lunettes fumées, c'est faux, quoi. Enfin, c'est pas connu. Ah, c'est à peu près un exemple similaire à celui de Gilles. Si on voit une montagne enneigée bleue, dans ce cas-là, c'est pas une cognition valide. Il s'ensuit que c'est une perception directe. C'est non erroné. C'est non erroné. C'est erroné, justement. Ah, c'est erroné. Pourtant, on a cherché l'illustration de ce qui était une perception directe qui n'était pas une cognition valide. Est-ce une perception directe peut être erronée? Quelle est la définition d'une perception directe? Non, non, non erroné. Oui, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Or, la perception l'appréhension d'une montagne enneigée bleue, c'est erroné. Donc, ça ne peut pas être appelé une perception directe. Ce sera une cognition fausse, non conceptuelle. Ouais. Donc, Oui, si on dit que si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une cognition valide, quelle serait votre autre illustration d'une perception directe qui n'est pas une cognition valide? C'est facile. ben, dans un rêve. Ok, dans un rêve. Ok. Donc un rêve prémonitoire alors. N'importe quoi. Mais il faut dire n'importe quoi, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut se vautrer dans l'erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Ah, c'est bon, alors. Faites-vous plaisir. Qui sur la bonne voie, alors. Oui. Ah, j'ai trouvé l'autoconnisseur. L'autocognition, il s'ensuit que c'est nécessairement pas une cognition valide. Ça en existe un, non? Ah bon? Ah, mais pas pour eux, ah oui. Ah non, les authentiques, ils acceptent l'autocognition. Ah, merde. Mais là, on cherche une perception directe qui ne serait pas une cognition valide. Il s'ensuit que l'autocognition n'est nécessairement pas une cognition valide. Qu'en est-il du premier moment d'une autocognition qui réalise une perception directe, une perception visuelle? Cette autocognition réalise nouvellement son objet, donc c'est une cognition valide. Donc il faut spécifier. Il faut spécifier une perception directe qui ne serait pas une cognition valide. Par exemple, le second moment. Ah oui. Donc la cognition subséquente. Ah, tiens. Ou alors la cognition inattentive. Parce que les perceptions directes sont divisées en trois, qui sont cognition valide, cognition subséquente et cognition inattentive. Ouais. Sauf la réalisation yogique.
Ouais, la perception yogique n'est nécessairement pas inattentive. D'accord. Ouais. Ok, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Ouais, lors de Chenpa Tongnyene, Namba Tanchen Yebarje. Ouais, pour les sages, donc la réalisation des sages, donc des yogis, des aryas, cette réalisation réalise tous ces aspects. Ouais, donc elle ne peut pas être inattentive. Ouais. Ok, mais sinon, les autres perceptions, une perception visuelle peut être soit une condition valide, soit subséquente, soit inattentive. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ça joue? Oui, ça joue. Bravo! Pièce, mais non. Ok. Et qu'en est-il d'une condition valide? Est-ce que c'est nécessairement une perception directe? Mais non. Et Non. Par non! exemple, l'inférentiel. Il y a l'inférentiel. Mm. L'inférentiel n'est nécessairement pas une perception directe. Ouais. Oui, Conceptuel, non? Oui, elle est conceptuelle. Donc elle n'est nécessairement pas une perception directe. oui, oui. Ah, il y a encore les pièges, là. Là, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas les perceptions directes. Conceptuel, ça n'existe que chez les prasangika. Les perceptions directes mentales qui sont conceptuelles peuvent être directes chez les prasangika. Ouais. Mais chez les sotrantika, surtout pas. Oh là là, oh là là. Le bûcher, le bûcher. Si c'est une perception directe, c'est nécessairement libre de conceptualisation. Et donc, c'est nécessairement pas conceptuel, ouais. Ok, très bien. Ok, très bien. Ok, donc très bien. Donc, ça veut dire qu'une condition valide n'est pas nécessairement une perception directe, elle peut être inférentielle. Si elle est inférentielle, c'est nécessairement pas une perception directe parce qu'elle est conceptuelle. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de possibilités entre perception directe et condition valide? Alors, Gabi est en train de nous dire 3 multiplié par 4,7. Non, qu'est-ce que tu dis? Entre quoi, entre perception Entre directe perception directe et condition valide? 4. Entre perception directe et Quatre. cognition valide, Trac gauche. entre perception directe et cognition valide, je dirais 4 aussi. 4. 4 aussi. 4. Donc ça fait 12. 12 possibilités. Ok, très bien. Donc on a dit, ok, qu'est-ce qui serait les deux? Parce que Conscience visuelle qui est imitable. une, Réalise table. une conscience visuelle qui réalise une table. Une conscience visuelle Oui. qui réalise une table est nécessairement une condition valide. Oui, J'accepte. Ok. Une conscience visuelle qui réalise une table est une condition valide. Premier moment. Le premier moment d'une conscience visuelle qui réalise une table est une Oui. condition valide. Vous êtes d'accord? Oui. Et elle est J'accepte. directe. Elle est directe. Et elle est directe. Et elle est directe. Elle est directe parce que Parce que la conscience visuelle réalise directement son objet. voilà. Oui. Ok. Oui, elle est directe parce que elle est libre de conceptualisation et non erronée. Ok, maintenant qu'est-ce qui serait? Tout à l'heure on a dit, oui, il y a une condition valide qui n'est pas une perception directe, on l'a donné, c'était l'inférence. La condition valide inférentielle. Ok, après on a trouvé une perception directe qui n'était pas une condition valide, on a trouvé quoi? C'est quand? Ouais. Ou inattentif. Ouais. Alors, je vais juste... Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui serait parmi les cognitions, hein, pas la corne de lapin, qu'est-ce qui serait parmi les cognitions ni une cognition valide ni une perception directe? Ce serait c'est une cognition fausse. Oui, exactement. Une cognition fausse. Une cognition fausse n'est nécessairement pas une cognition valide. Oui, c'est sûr. C'est sûr, non? Une cognition fausse n'est nécessairement pas une perception, n'est nécessairement pas une cognition valide. Bah oui, oui. Oui, exactement. J'accepte. Ok. N'est nécessairement pas une cognition valide parce que? Mais parce qu'elle est fausse, elle est infaillible. Parce qu'elle est faillible, elle n'est pas infaillible, exactement. Donc bien sûr, chez les Sotrantika, parce que là encore, les Prasangika auront un point de vue différent. Même une cognition fausse, c'est une cognition valide pour les Prasangika. C'est une cognition valide au regard de ce qui lui apparaît.
Waouh, oh là là. Ok. Mais chez les Sotrantika, par contre, c'est impossible. Ça, c'est irrémédiablement impossible. Si c'est une condition fausse, c'est nécessairement pas une condition valide. Et une condition fausse n'est nécessairement pas une perception directe. Même une condition fausse non conceptuelle. Parce qu'elle est erronée. Parce qu'elle est erronée. Si elle est erronée, c'est nécessairement pas une perception directe. Oui, j'accepte ça. Voilà. Parce que la définition de perception directe, c'est Et non erroné. Non et non erroné. Juste non erroné ou. Libre de conceptualisation et non erronée. Ok, libre de conceptualisation et non erroné. Donc, par exemple, les news que j'ai regardées ce matin sont libres de conceptualisation et sont non erronées. Une cognition qui est libre de conceptualisation et non erronée. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Bravo, c'est une perception directe. Ok, donc on a trouvé combien de possibilités entre perception directe et cognition valide? 4. 4. Oh là là, mais c'est merveilleux. Vous êtes des experts en épistémologie bouddhiste. C'est splendide. On a fait des super révisions et on a eu un petit peu de croustillant et du praliné aussi par rapport à certains points. Donc, si vous avez du temps pendant les vacances, n'hésitez surtout pas à vous replonger dedans. De toute façon, pour le PEBA, ça va être presque nécessaire pour le PEBA du Sankara Chakra. Et sinon, en tout cas, merci. On continuera au mois de septembre. On trouvera le temps, si ça vous intéresse, de revoir des révisions sur Dura, Lorik, Tariq et les écoles philosophiques. Ouh là 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 là. Alors là, il va falloir s'accrocher à nos fauteuils. Merci beaucoup, c'était super, vous avez tous assuré. Bravo, bravo. À bientôt, bonnes vacances. Merci. Merci. Bonnes vacances. À bientôt, ciao, ciao. Ciao, ciao.